Maintenant, on parle d'éducation sexuelle avec des spécialistes matapédiennes. Bonjour les filles. Alors, Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'avais envie de parler avec vous. J'avais envie de parler à des spécialistes. Je vais vous présenter en premier Jenny Ouellette en bas. Tu es diplômée en santé sexuelle et en psychologie humaine. Puis on a Jasmine Bouchard qui est présentement étudiante au baccalauréat en sexologie à l'UQAM. ouais. Donc, j'aimerais ça. Aujourd'hui, on fait beaucoup une émission par rapport à les allégations d'agression et de harcèlement sexuel qu'on a beaucoup entendu parler dans la dernière année, 2020-2021, même encore aujourd'hui. Je dirais que c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler depuis plusieurs années, mais on a l'impression que ça se règle pas. Ça se règle pas vraiment. C'est encore un problème de société que je dis souvent. Là. Donc, j'aimerais savoir en premier, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi, selon vous, y a-t-il encore aujourd'hui autant d'inconduites sexuelles? Parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, ben si je peux y aller en premier, là. Oui. C'est vraiment une excellente question. Puis moi, comment je la vois? Je vois pas comme... Tu sais, je trouve que la première chose de base, puis que moi, c'est quelque chose que j'aime parler, puis j'aime faire des recherches là-dessus, c'est vraiment le consentement. Je pense que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui englobent cette problématique-là, mais la toile de fond de ça, moi, c'est le consentement que je vois. Puis, tu sais, je trouve qu'on en parle depuis longtemps, puis on en parle souvent, puis tu sais, le monde sont presque tannés, tu sais, on sait le consentement, qu'est-ce que ça veut dire, il faut que ça soit libre, éclairé, sans oui, c'est non, il faut que ça soit enthousiaste, mais selon moi, c'est plus que ça. Puis, je pense que, tu sais, la société, elle évolue, on évolue, mais la notion de consentement, c'est comme si elle n'avait pas évolué. Tu sais, on l'enseigne comme ça, puis après ça, on pense que c'est terminé. Fait que je pense que, justement, c'est une des problématiques, c'est que on n'en parle pas assez. Puis on entend souvent aussi que le consentement, c'est comme la personne n'a rien dit. Ouais. Mais là, je pense approfondir, c'est quoi un consentement finalement? C'est ça, l'approfondir, puis vraiment aller, tu sais, délimiter autour, là, parce que, tu sais, on n'a toutes pas nos mêmes limites. On est, tu sais, tout le monde, tu sais, moi, me faire, tu sais, je donne un exemple, aller dans un bar, puis il y a un homme, peu importe, qui va me prendre une fesse. Pour moi, ça peut être, OK, c'est un geste banal, tu fais pas ça, mais c'est un geste banal, tandis qu'une autre personne, ça dépasse la limite. Fait que c'est ça aussi, d'aller vraiment mettre des limites à ça, puis vraiment l'enseigner. Je pense que c'est un enseignement qui se fait de très jeune à, tu sais, c'est toute la vie dans le fond, là. Ça se fait au plus jeune âge, puis on continue, puis on évolue avec ça, puis on en rajoute tout le temps un peu, si je peux dire, là. C'est une éducation. Une éducation, ouais. Une éducation, oui. Toi, Jenny, est-ce que moi, je pourrais vous amener ailleurs, c'est qu'il faut prendre conscience qu'il y a une culture du viol aussi ambiante. C'est-à-dire qu'on a tendance à minimiser les agressions sexuelles, puis tout ce qui a trait à ça. Donc, justement, la dynamique là, qui est inégale entre les rapports sexuels hommes-femmes. Il y a vraiment une dynamique proie-chasseur qui est vraiment encore très, très présente dans notre société. Donc, ça crée, là, justement, la femme est identifiée comme étant une proie, l'homme est actif, étant un chasseur. Donc, là tout ça, ça perpétue aussi là, cette culture du viol-là, des dynamiques relations inégales au sein, là, justement, de la société. Fait que dès qu'on va continuer à avoir puis ce genre de comportement ou ce genre de parole ou ce genre d'attitude où on va favoriser, puis c'est sûr que ça va continuer dans notre société. On ne verra pas de tendance marquée ou significative au niveau des agressions sexuelles actuellement. Les victimes ne se sentent pas entendues. On sent que le système de justice ainsi que le processus ne répond pas à leurs besoins. Elles ne se sentent pas respectées. C'est un système aussi qui fait resubir des micro-agressions à ces victimes-là. Donc, elles ne sont pas tentées d'intégrer, là, puis d'aller parler de leur agression. Il y a des pas qui sont faits, mais je pense qu'il y a encore beaucoup là, de petits pas à faire pour qu'on ait
une diminution des agressions sexuelles, puis qu'il y ait plus de dénonciation, puis plus de comportements bienveillants à l'intérieur de couples. À l'intérieur de relations, à l'intérieur de nos pratiques sexuelles. On veut vraiment là, des comportements bienveillants, respectueux, émancipateurs. On veut des relations égalitaires. Je pense qu'on est rendu là en 2021. Mm-hmm. Donc, pour ça, beaucoup de communication. Mais qu'est-ce que j'entends dans ce que tu dis qui m'interpelle? C'est que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes. Est-ce que je me trompe? Tellement, là, on est vraiment dans le stéréotype sexuel genré. On est beaucoup, beaucoup là-dedans, même dans le vocabulaire qu'on utilise. Souvent, là, femme, non. Maintenant, on va définir une personne. On va définir avec tel sexe. Il y a vraiment un langage. Puis là, souvent, les gens disent « Ah oui, je m'y connais en sexualité. L'éducation de la sexualité, ça n'a pas de secret pour moi. » Oui. Après ça, quand on demande à une jeune fille, décris-moi, exemple, qu'est-ce que la glaire cervicale, les stades qui peuvent faire en sorte de dire dans quelle période t'es féconde. Silence radio. Et pourtant, les cours de l'éducation de la sexualité, semble-t-il, là, c'est remis au programme, mais je ne suis pas convaincue que le contenu, puis on a formé nos gens adéquatement. Mm-hmm. Bien, ça a été enlevé. Là, ça revient. Mais j'entendais des spécialistes dire pendant que les allégations sortaient partout dans les médias, il y a beaucoup de spécialistes qui ont parlé. Puis, ils disaient qu'une heure par semaine, c'est pas assez, puis que ça devrait même commencer plus jeune, l'éducation sexuelle. Parce on dirait qu'on parle juste de protection, mais on pourrait aller même déjà jeune dans la base, avant d'avoir, exemple, ces menstruations, ces règles. On pourrait déjà en parler à des jeunes filles de 10 ans, comment ça va se passer et tout. On dirait qu'on n'en parle pas. Sinon, j'ai envie de demander, est-ce que pensez-vous que parfois les religions peuvent nuire à cette problématique, puisque certains n'aiment pas aborder, certaines religions n'aiment pas parler de la sexualité, tout simplement? En y mettant un peu à y penser, là, définitivement oui. Je pense que la religion peut jouer un rôle. C'est sûr que ça l'explique pas tout, là, mais je crois que oui. Puis moi, comment que je vois l'éducation à la sexualité, là, je vois ça comme un travail d'équipe. Fait qu'en premier lieu, t'es la première personne. Fait que c'est un travail par toi-même à aller chercher un peu d'informations. Veux pas, Internet peut être un moyen. C'est peut-être pas le meilleur, mais ça peut en être un. D'aller lire des livres, aller chercher des informations par tes amis, par tes pairs. Puis ensuite, la deuxième personne de l'équipe, selon moi, c'est vraiment les parents. Mais là, encore une fois, quand tu regardes ça, quand tu remets ça avec la religion, les parents qui veulent pas que pour eux, c'est proscrit, on veut pas en parler de la sexualité. Puis encore une fois, le jeune, à cause de la sexualité, va pas aller chercher l'information, va pas être poussé à aller la chercher. Puis, je me dis, la troisième personne de l'équipe, la façon dont je vois ça, c'est vraiment l'école. Je pense que l'école a vraiment un grand rôle à jouer avec ça, sauf qu'encore une fois, il y a des parents qui vont comme revenir contre les écoles pour dire non, moi, dans ma religion, ça marche pas, on n'en parle pas. À la maison, c'est de même, je veux que ça soit comme ça à l'école. Fait que là, il y a vraiment un grand blocage à dire, OK, il en parle. Tu sais, l'enfant va pas chercher l'information, les parents en parlent pas, l'école n'a pas le droit. Fait qu'à un moment donné, c'est comme s'il y a un manque d'information, là, vraiment. Mm-hmm. Donc, on s'entend qu'en parler, c'est important. Oui. C'est un peu ça que vous me dites. Oui. Ben, tu sais, comme la sexualité, c'est important, peu importe dans quelle religion que tu es, dans quel contexte de famille que tu es. Puis est-ce que c'est un peu une responsabilité des parents d'en parler? Oui. Mais pas juste eux. Je pense que c'est vraiment un travail, là, l'école aussi, les pères, les parents, oui, ont un grand rôle, mais moi, par exemple, là, quand je rentrais en sexologie, là, il y a plein de sujets que j'étais vraiment pas au courant. Comme Janine tantôt parlait de la glaire cervicale. Moi, je savais pas au début c'était quoi, là. Puis quand on m'a expliqué, là, j'étais là, mon Dieu Seigneur, l'avoir su plus tôt, j'aurais trippé, puis j'aurais comme été faire plus de recherches, mais on apprend comme une base qui est, dans le fond, c'est le système qui a un peu décidé, c'est ça la base, puis on va pas plus loin que ça parce que là, ça peut rendre des gens inconfortables, peu importe, mais c'est important d'en parler parce que la sexualité,
ça fait partie de nos vies, là, veux pas. Mais là, pour être honnête, la glande cervicale, j'ai 28 ans, je ne sais pas trop c'est quoi. Parce que moi, j'ai comme excuse qu'on ne m'a pas donné. Au secondaire, on n'avait pas de cours de sexologie. Donc, j'ai quasiment le goût de vous demander de nous faire, de juste nous expliquer un peu c'est quoi. Parce que là, on en parle. Puis moi-même, je ne sais pas c'est quoi. Puis je suis sûre qu'à la maison, il y a peut-être certaines personnes qui aimeraient des explications. Ben dans le fond, c'est ce qu'on appelle aussi les pertes vaginales. Mais ces pertes vaginales-là changent de couleur et de texture tout au long du cycle hormonal de la femme. Puis ça nous permet de bien distinguer quand on est féconde puis qu'on ovule. Donc, on peut suivre les différentes textures. Toutefois, ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui vivent une expérience traumatique parce qu'on leur a pas parlé de la glaire cervicale. On leur a dit première chose qui va t'arriver dans ta vie, menstruation. On sait quoi faire. Bon, ça, c'est expliqué, les mamans font leur job, mais après ça, on vient pas, là, tu sais, protège dessous, comment qu'est-ce que c'est cette substance-là? Ça a quelle fonction dans le corps humain? Et pourtant, je veux dire, on vit avec ça, là, c'était quand même assez étonnant. Mais oui, puis quand tu le sais pas, ça peut même être... gênant, tu te dis, mon Dieu, est-ce que c'est normal? Tu n'en as même pas entendu parler. Qu'est-ce qu'on devrait améliorer dans le système que nous vivons là, présentement? Qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Qu'est-ce qu'on devrait établir? On en parle un peu depuis tantôt, là, des cours, les parents, etc. Mais j'aimerais ça que vous me sortez un peu comme une liste. Là. Je pense que la base, c'est vraiment l'éducation à la sexualité. Plus on va être connaissant de soi, puis de la relation qu'on a avec autrui, parce que c'est vraiment ça, la sexualité. Il y a deux aspects. Il y a la santé sexuelle qui évolue tout au long de notre vie. Et ça part là, dès qu'on est un fœtus, on est un être sexué, on ressent du plaisir. Puis là, après ça, les pratiques masturbatoires sont intégrées dès le jeune âge et ça, toute notre vie durant. Donc, dès qu'on va augmenter l'éducation à la sexualité, on va devenir des meilleurs acteurs, agents de changement pour faire en sorte de diminuer tout ce qui s'appelle agression sexuelle. On va avoir des relations plus égalitaires, émancipatrices. Puis je pense qu'on va être... Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on m'identifie comme celle qui jette la pierre, tu sais, mettons, au mauvais partenaire ou aux mauvaises pratiques. Au contraire, je veux que les personnes puissent véritablement s'épanouir à l'intérieur d'une relation, que les gens qui vivent des expériences négatives soient en mesure de se sentir écoutés, respectés, accueillis, qu'on mette en place en tant que société des bonnes pratiques, qu'on soutienne nos organisations, nos organismes pour mieux accompagner ces victimes-là, ces personnes-là. Puis ça, là, c'est autant dans la diversité de genre que dans tous les sujets qui ont attrait à la sexualité. Mm-hmm. Puis aussi, on parle depuis tantôt de cas peut-être plus extrêmes, là, quand on parle d'agression et d'harcèlement sexuel, mais j'ai le goût de parler aussi du fait que des fois les femmes, puis les hommes aussi, exemple, on entend souvent que les hommes vivent beaucoup de pression de performance, puis mais peut-être qu'on en vivrait moins si on en parlerait, si on en parlait. Et si on en parlait, peut-être qu'ils pourraient en parler entre gars, ou de comment ils vivent leur sexualité. On dirait qu'on n'en parle pas. J'ai l'impression que les hommes vivent beaucoup de pression. Puis la femme aussi, de son bord, vit beaucoup de pression pour autre chose, pas pour les mêmes raisons. Donc, il y a tout ça aussi qui embarque, là. Bien, c'est sûr que pour la pression de performance au niveau des hommes actuellement, l'industrie de la pornographie, là, ça a des impacts majeurs sur la sexualité, autant des hommes que des femmes. Mm-hmm. On voit vraiment, c'est pas la réalité, c'est ça aussi, il faut décrier cette industrie-là. Il y a de très belles choses qui se font. Puis, il y a des raisons pour lesquelles là, c'est vraiment positif de regarder de la pornographie. Je suis pas en train de lancer des pierres à cette industrie-là. C'est vraiment, mais il faut vraiment avoir un regard critique puis un œil vraiment averti quand on regarde ça. Parce que souvent, c'est dommage, mais c'est vraiment très loin de la réalité. Puis justement, là, on veut là, que les deux partenaires soient épanouis parce que ce qui va être gagnant quand les deux partenaires sont épanouis, c'est qu'il n'y a pas personne qui est insatisfait. Fait que tout ce que ça vient faire, c'est que ça vient maximiser le plaisir.
Puis c'est ce qu'on recherche au final. On recherche un partenaire de sexe masculin épanoui et on cherche aussi une partenaire de sexe féminin épanoui. Donc, une communication, un échange, une compréhension de nos réalités, de notre santé sexuelle. Donc voilà, tu sais, une femme qui vient d'accoucher, biologiquement, physiologiquement, elle a des impacts sur son niveau de libido. Un homme qui vit une dépression, médication, impact sur la libido. Tu sais, il faut juste être conscient de tout ça, puis de s'en parler, ça va tellement être bénéfique. Oui. Oui. Mais c'est comme si on s'est fait inculquer dans l'histoire qu'au début, c'était mal vu, je dirais même malsain, comme. Ça a comme commencé comme ça. Après, les hommes, c'était correct, mais pas la femme. C'était pas correct que la femme a jouisse, mais l'homme pouvait jouir. Donc, j'ai l'impression que c'est tout ce bagage-là qu'on porte sur nos épaules, notre génération aujourd'hui. Le rapport à la sexualité, tantôt tu as posé la question à Jasmine, sans me positionner là, comme experte là, ou de l'idéo, des valeurs judéo-chrétiennes ou de l'Église au sens large ou des doctrines du christianisme, vraiment pas, mais la jouissance est perçue, le plaisir comme vraiment quelque chose de mal. Là. Donc, il y a vraiment un malaise là, de l'Église par rapport à la jouissance. Faut pas oublier aussi que tout ce qui est église, religion, tout ça, on pense au mariage gay, on parle au préservatif. Il y a plein de choses dont l'Église n'était pas d'accord. Fait que oui, on a un bagage qu'on porte, donc il faut être conscient. Les relations sexuelles hors mariage, c'était pas permis. Puis oui, la femme, dans le fond, était seulement... c'était seulement possible pour la femme d'avoir des relations sexuelles dans une période féconde. Donc, à ce moment-là... Il y avait une raison. Oui. Parce que, exemple, l'Église voulait que tu aies des enfants à plusieurs enfants. Oui. Le but premier, dans le fond, c'était la procréation. La sexualité, là, il y a eu une révolution sexuelle en 60-70. Là, on a aboli tout. On a dit, bon, on repart. Le sexe, ça peut être récréatif. Ça n'a pas non plus que des fonctions biologiques. Mais là, on s'est comme un peu perdu là-dedans. Fait que je pense que, justement, en effectuant un retour à l'éducation de la sexualité dans nos écoles, puis en abordant de plus en plus de sujets, je pense qu'il va y avoir des changements marqués. Là, ça ne peut pas faire autrement. Là. Puis, de consulter une sexologue, je pense que c'est quelque chose là, comme n'importe quelle recherche d'aide qui devrait être valorisée. C'est ça, comme n'importe quel autre. C'est comme ça qu'il faut commencer à voir ça, je pense. On est né avec ces pulsions-là, aussi on est né pour créer, procréer, etc. Donc, j'ai l'impression qu'on devrait en parler d'une façon comme qu'on parle d'autres choses, mais on n'est pas encore, je pense, rendu là. Mais au moins, on en parle, on en discute, on est ouvert à ça. Puis j'ai l'impression qu'on pourrait tellement aller n'importe où, là, du sens que il y a trop de sujets, juste comme quand tu disais, Janie, qu'après qu'une femme accouche, ses hormones sont chamboulées, la sexualité, peut-être que c'est pas... son corps le demande peut-être pas de la même manière, j'imagine. Il y a tellement j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait discuter. En tout cas, on se redonnera des rendez-vous. On a déjà terminé, mais merci beaucoup de nous avoir expliqué les différents enjeux afin de mieux comprendre là, la problématique qu'on vit par rapport à la sexualité présentement dans notre société. Puis, j'aimerais beaucoup vous reparler de d'autres sujets par rapport à ça bientôt, si c'est possible. Ben oui, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, bye bye.